les Iraniens considèrent et continuent officiellement à affirmer qu'ils n'ont pas d'intention d'utiliser cet uranium enrichi à des fins de recherche militaire et que ce n'est pas leur objectif. Les autres pays sont plus sceptiques. En tout cas, les Iraniens considèrent qu'il ne s'agit que du nucléaire civil. Bonjour Régis. Bonjour Aïcha. Accord de Vienne, épisode 954. Régis, nouveau revirement dans la diplomatie américaine vis-à-vis de Téhéran sur ce dossier donc iranien. Régis, avant de parler de l'actualité, de cette actualité, est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement ce que représentent les accords de Vienne de 2015 ? Alors d'abord, ces accords, il faut se souvenir qu'ils ont été faits, ils sont accouchés dans la douleur. Ça a été plusieurs années de négociations qui ont débouché d'abord sur une excellente nouvelle, puisque à cette époque, une partie des sanctions avait été partiellement levée au moment de l'accord, et un certain nombre de boîtes européennes, de sociétés d'entreprises commençaient à prendre leur marque pour se réinstaller en Iran. Donc il y avait un grand espoir autour de ces accords, que s'ils étaient appliqués et si on allait au bout, eh bien l'Iran rejoindrait le concert des nations. Avec une levée des sanctions Progressive, voilà, c'est ce qui était prévu. Malheureusement, il y a un grand escogriffe américain qui est arrivé et qui, peu de temps après son élection, a décidé de mettre à la poubelle l'accord. Donc ce grand escogriffe, c'est Donald Trump. Hein. Et ce qui est intéressant, on va voir qu'aujourd'hui, il regarde cet accord dans ses grandes lignes, on va dire, et il en reprend et il s'en inspire pour ces négociations qui ont lieu en ce moment. Vous l'avez très justement dit, Régis. Dès son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump avait torpillé ces accords de Vienne, qu'il qualifiait, je cite, de pire accord jamais signé. Quelles étaient, selon vous, les motivations profondes, idéologiques, stratégiques, électoralistes, derrière ce rejet catégorique du JCPOA ? Il y avait l'idée qu'on donnait une chance à l'Iran, alors que l'Iran ne se comportait pas comme un État, que l'Iran ne remplissait pas les conditions qui lui étaient dévolues, et que, dans le fond, l'Iran finirait par continuer à enrichir l'uranium dans des proportions inacceptables, et que, finalement, l'Iran trompait la communauté internationale. Donc ça, c'était un des arguments. Vous avez raison de souligner la carte électoraliste, puisque pour Trump, il s'agissait justement de s'adresser surtout à l'électorat républicain qu'il avait porté au pouvoir, mais surtout de les rassurer. Également, le partenariat avec Israël, qui n'avait jamais été aussi fort entre les États-Unis de tous les présidents peut-être américains. Donald Trump est celui qui a fait le plus de bien à Israël, ou en tout cas qui a accédé à une partie de leurs demandes, notamment le fait de déplacer l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, ce qui était un symbole incroyable. Les accords d'Abraham, qui ont évidemment permis à Israël de nouer des relations diplomatiques avec Bahreïn, avec les Émirats, puis avec le Maroc, avec une potentielle association également avec les Saoudiens. Donc bref, tout allait bien, et il faut dire que dans ce contexte-là, Donald Trump a vraiment œuvré, et vous allez voir, je vais y venir, qu'aujourd'hui c'est une des difficultés posées par Trump à Netanyahou, c'est que Netanyahou ne peut pas exclure Trump ou le dénoncer en disant ce n'est pas un ami d'Israël. Il a donné des gages, il a montré qu'il était véritablement du côté d'Israël. Et à l'époque, c'est 2018, quand Donald Trump sort de l'accord, le vide un peu de sa substance, même si il n'y a pas que les États-Unis, hein, il y a l'Allemagne, il y a l'Italie, il y a la France, il y a beaucoup de pays qui ont signé cet accord, la Russie aussi, qui soutiennent l'accord, mais sans les États-Unis, évidemment, ça tombe un peu en disgrâce, et les Iraniens, évidemment, vont profiter de ça pour accélérer leur programme, notamment d'enrichissement d'uranium, où actuellement ils ont enrichi, on considère, à peu près 20 fois
ce qui leur était autorisé sous l'accord de 2015. C'est-à-dire à partir de 2018 jusqu'à aujourd'hui, les Iraniens n'ont pas cessé d'enrichir de l'uranium. Donc évidemment, l'enrichissement d'uranium dit usage du nucléaire civil, mais également potentiel plutonium pour les bombes atomiques. Donc voilà, maintenant, les Iraniens considèrent et continuent officiellement à affirmer qu'ils n'ont pas d'intention d'utiliser cet uranium enrichi à des fins de recherche militaire et que ce n'est pas leur objectif. Les autres pays sont plus sceptiques. En tout cas, les Iraniens considèrent qu'il ne s'agit que du nucléaire civil. Ce qui est intéressant, c'est que cette volte-face que fait aujourd'hui Donald Trump est liée en partie aux circonstances et on va dire elle s'est accélérée dans un cadre global de la politique de Donald Trump au Moyen-Orient qui, contre toute attente, semble être, on va dire, celle qui a le plus de résultats à l'international de toutes les politiques mises en œuvre par Donald Trump. Dans quelle mesure ? J'en parle en particulier vis-à-vis de l'Ukraine, où la technique utilisée de faire pression sur Zelensky et de céder aux desiderata de Poutine a montré ses limites et elle a surtout montré que les Russes n'étaient pas du tout aujourd'hui disposés à arrêter la guerre. Donc Trump a fait cette promesse de campagne à une époque où la guerre était, on va dire, très équilibrée, entre guillemets, entre l'Ukraine et la Russie, où il n'y avait pas beaucoup d'avance et les fronts étaient, on va dire, bloqués. Donc il y avait peut-être plus d'intérêt pour la Russie d'accepter une forme de paix, d'autant que les Américains la rendaient très avantageuse en, on va dire, renouant des relations avec la Russie, en remettant la Russie au centre du jeu, en la faisant réintégrer quelque part la communauté internationale. Quelque part, ça va très loin. Donald Trump récemment a sorti une petite phrase comme ça. Il a dit, vous savez, aujourd'hui, le sommet des pays, on l'appelle le G7. Avant, on l'appelait le G8 parce qu'il y avait la Russie. Maintenant, ils ont exclu la Russie et c'est bien dommage. C'est Donald Trump qui a dit ça. Donc, si vous voulez, il était prêt à aller très très loin, y compris à faire du business, mais ça c'est toujours en cours. Et donc ce dossier ukrainien paraissait plus évident, on va dire, que le dossier Gaza et par extension que le dossier iranien. Le dossier iranien, il n'y a pas encore l'accord, hein, mais il y a quand même des choses intéressantes. Et ce qui est très intéressant sur la façon dont ça se fait, c'est que Trump s'appuie sur un seul homme, à la fois sur l'Ukraine et à la fois sur l'Iran, et également pour Gaza, même s'il y a d'autres intermédiaires, c'est Steve Witkoff, le fameux avocat, ancien magnat de l'immobilier, qui est tombé amoureux de Trump dans les années 1990 en travaillant avec lui, et qui est son homme lige, son homme fidèle, mais qui est aussi l'homme le plus occupé de la planète. Steve Witkoff, récemment, s'était octroyé dans ses voyages interminables et ses négociations interminables, on va dire 1 heure ou 2 heures pour faire du shopping dans la partie historique de Moscou, dans le centre-ville de Moscou. Il a ensuite rencontré Vladimir Poutine. Il a négocié avec Vladimir Poutine, ça a duré 2 heures. Il a pris son avion, il est parti à Mascate, au Sultanat d'Oman, qui est évidemment l'intermédiaire avec l'Italie aussi, qui joue un rôle, puisque on se rend compte que voilà, c'est via ce pays-là que se font les discussions entre Américains et Iraniens. On va y revenir, Régis. Revenons déjà en 2015-2018. Dans quelle mesure des pays comme Israël ou l'Arabie saoudite ont-ils influencé la décision de Trump de se retirer de ces accords de Vienne ? Écoutez, à l'époque, Trump ne s'est pas retiré que des accords de Vienne. On s'en souvient qu'un an plus tôt, il s'était retiré des accords de Paris sur le climat. Il y avait chez Trump, comme toujours, une volonté de casser les choses pour faire parler de lui, pour être au milieu, pour être au cœur. Et il était un peu moins organisé, on va dire, qu'il ne l'est aujourd'hui. Il y a un côté un peu brouillon parfois. Et surtout, l'idée qu'il faut qu'il mette sa marque et qu'il faut qu'il soit au centre. Voilà. C'est ce qu'il n'a pas compris d'ailleurs avec la guerre en Ukraine. C'est qu'il n'a pas compris que ce n'est pas parce qu'il a des bonnes relations, ou qu'il prétend avoir des bonnes relations avec Vladimir Poutine, que ces desiderata de paix vont s'appliquer sur le terrain en Ukraine
du point de vue des Russes. Voilà. Ça, c'est très difficile pour lui de le comprendre. Et donc, ce qu'il a fait à cette époque-là, c'était finalement marquer son territoire, c'était voilà, dire c'est ma politique, la politique des Américains. Je vous dis encore une fois, ça s'inscrivait aussi dans une politique de rapprochement encore plus étroit avec Israël. Il n'a pas abandonné l'international. Hein. À l'époque, sur la guerre en Ukraine, Trump n'a pas toujours été un non-interventionniste. Il l'a rappelé il n'y a pas longtemps, y compris à Volodymyr Zelensky, que c'était lui qui avait fourni les missiles Javelin aux Ukrainiens. Et donc, il y avait des programmes. Et Trump n'a absolument pas renié tout ce que faisait la CIA en Ukraine à cette époque-là. Tout le legs du Maïdan, il en a fait, voilà, il en a fait son, on va dire, il a considéré que c'était acté. Aujourd'hui, il a une vision un peu différente parce que il a, je pense, véritablement changé. Il a compris que pendant les 4 ans qu'il avait passé à la Maison-Blanche, il a été attaqué de toutes parts par toutes les ramifications d'un truc qu'on appelle le deep state, que ce soit les ramifications médiatiques, politiques, tout le monde lui est tombé dessus. Et à l'époque, je me souviens d'un conseiller de Trump qui m'avait glissé dans l'oreille, qui m'avait dit on a construit l'avion alors qu'on était déjà en l'air. Sous-entendu, on ne s'attendait pas à être élu. Et en fait, on a été, voilà, et l'avion s'est un peu écrasé. En fait, c'était ça qu'il fallait comprendre. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus prévues, beaucoup plus méthodiques, même s'il reste toujours, comme en 2018, pardon, ce côté Trump qui est capable de renverser la table, qui est capable de tout à coup de prendre une décision que personne n'attendait. Il y a toujours un degré d'imprévisibilité chez Trump qui lui permet médiatiquement, je vous dis, il est toujours obsédé par cette vieille phrase de communicant américain qui est « No such thing as bad publicity ». La mauvaise publicité n'existe pas. Il faut être au centre du jeu. Voilà. Régis, vous l'avez très justement souligné, revirement donc, de positionnement diplomatique de Donald Trump vis-à-vis de l'Iran. On est passé donc du pire accord jamais signé, oui, en parlant du JCPOA, à des discussions actuelles avec l'Iran qui sont très très bonnes. Peut-on vraiment parler de revirement diplomatique de sa part, ou s'agit-il, encore une fois, peut-être d'un calcul électoral dans un contexte post-électoral américain plutôt tendu ? Je pense que ça fait partie de son plan pour le Moyen-Orient, qui, je vous dis, est plus abouti, semble plus abouti, semble plus fin, on va dire, que ce qu'il a réussi en Ukraine, c'est-à-dire pas grand-chose, à part avoir un papier signé par Zelensky, comme quoi les États-Unis vont pouvoir piller les ressources naturelles de l'Ukraine un jour, et notamment les fameuses terres rares. En dehors de ça, il n'a pas obtenu grand-chose, et sur le terrain, la guerre continue. Donc sur le Moyen-Orient, il y avait plusieurs problèmes. Il y a le problème des Iraniens, il y a eu le problème précédemment du Hezbollah, il y a eu le problème de la Syrie, il y a eu le problème évidemment du 7 octobre et de la riposte israélienne au 7 octobre et à Gaza. Et les Israéliens, avec l'appui des Américains, il faut le préciser, ont progressivement éliminé tous ses ennemis traditionnels. C'est-à-dire que là, pour le coup, Israël a marqué des points. Et donc, éliminant la plupart des cadres du Hezbollah, éliminant aussi des cadres des gardiens de la révolution iranienne, parfois par des attentats ciblés à l'étranger, avec l'affaire des beepers qui a impressionné toute la galaxie du renseignement. On s'est dit, c'est incroyable qu'ils aient réussi à faire un truc pareil. Bref, Israël a éliminé ses ennemis et a tenté d'éliminer le Hamas de cette manière, avec des attentats ciblés. Mais en réalité, le Hamas étant bien, on va dire, véritablement enquisté dans Gaza, et faisant corps avec ses 2 millions d'habitants, il était extrêmement difficile pour Israël d'opérer. Mais les Américains n'ont pas cessé de donner les bombes qui ont fait les 40 000 morts qu'on compte aujourd'hui dans les gravats de Gaza. Et la destruction d'à peu près 80% de la bande de Gaza, du territoire de la bande de Gaza, c'est important de le préciser. Ça a été, on va dire, un travail qui a été fait en commun, qui ne s'est jamais, qui n'a jamais cessé. Il y a eu plusieurs fois des menaces de la part de Joe Biden, quand les Israéliens tapaient trop fort, d'arrêter de fournir l'armement.
mais en réalité, l'armement est toujours venu, et l'armement, il est américain. Voilà. Et si les Américains donnent l'armement à Israël, Israël peut continuer sa politique. Maintenant, il faut voir que globalement, il n'y a pas que ces entités-là qui ont fini par être réduites. Le Hamas a perdu tous ses cadres, a perdu une partie de ses combattants, une partie de son armement. Le Hezbollah a pris un gros coup sur le visage. Son chef historique, Nasrallah, a été tué. Son successeur de Nasrallah a lui-même été tué. Bref, comme le successeur, le frère de Yahya Sinwar, Mohamed Sinwar, a été abattu la semaine dernière. En fait, finalement, on se rend compte que les chefs, voilà. Mais ça ne résout pas le problème. Et surtout, la question des outils est cruciale. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte on va dire, une tribu perdue dans les montagnes du nord Yémen, qui a affronté victorieusement, on l'a un petit peu oublié, l'armée saoudienne pendant près de 10 ans. Et toute sa coalition. Exactement, donc déjà des armes occidentales, déjà encadrées par le Hezbollah et par l'Iran, donc déjà avec l'utilisation de missiles dont ils se sont fait une spécialité. Et on se rend compte que les Houthis servent un peu de test pour une potentielle guerre contre l'Iran, parce qu'ils ont du balistique. Évidemment, le balistique, ils ne l'ont pas inventé dans les montagnes du nord Yémen. Forcément, il y a de la technologie qui a été importée, et c'est évidemment l'Iran qui est derrière, qui est très très fort. Les Iraniens, on l'oublie, mais c'est une nation d'ingénieurs. C'est pas voilà Alors les Houthis sont des très bons combattants, et ils ont appris à l'usage de ces armes. Ce qui s'est passé, c'est que ça a perturbé le commerce mondial dans le détroit de Bab el-Mandab et toute la mer Rouge, en fait, jusqu'à rendre vulnérables des porte-avions américains, en particulier le Truman, qui a perdu des avions lors de manœuvres pour éviter... c'est-à-dire que le navire s'est penché, et 2 avions successivement sont tombés à la mer pour éviter des missiles et des drones Houthis. Et donc, la toute-puissance du groupement naval américain autour d'un porte-avions s'est retrouvée, et on se pose la question finalement de l'utilisation ou de la pérennité de cette arme avec justement ces drones. Et les Houthis ont mis en péril peut-être Et alors, intelligemment, Donald Trump a d'abord proposé aux Israéliens de régler leur compte aux Houthis, parce que les Houthis perturbent le trafic international, ciblent l'aéroport Ben Gourion à Tel Aviv avec du missile balistique, il y a eu des blessés, donc ils montrent qu'ils sont capables de faire ce que faisait le Hezbollah avant, que lui n'est plus capable de faire, et qu'il continue à être une menace. Et qu'est-ce qu'ont fait les Américains ? Eh bien là, ça a été aussi quelque chose de très intéressant, c'est que dans le cadre des négociations, on a dit qu'ils se sont ouverts donc à Mascate, eh bien dans la délégation iranienne, il y a aussi cette composante Houthi, et les Américains ont commencé par signer un accord de paix avec les Houthis. Donald Trump a même vanté les qualités guerrières des combattants Houthis, ce qui est quand même assez étonnant. Enfin, c'est pas étonnant quand on connaît Trump, parce qu'il a toujours un sens de l'emphase. Mais en tout cas, qu'il vante des gens qui tirent des missiles sur Israël et qui menacent les porte-avions américains, c'est quand même assez particulier. Mais en tout cas, il a considéré qu'il avait, qu'il avait marqué un point. D'abord en tentant d'écraser les Houthis, mais se rendant compte que finalement, ils n'allaient pas y parvenir. Vous savez, c'est toujours cette tentation de l'écrasement. C'est-à-dire, quand on est à la tête d'une superpuissance ou d'une puissance comme Israël, on est toujours tenté de dire on va les mettre sous un tapis de bombes et on va les éliminer. En réalité, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on y arrive assez peu et qu'en dehors du sable, beaucoup de missiles américains ultra coûteux ont été gaspillés pour pas grand-chose. Donc il y a eu cet accord. Le problème, c'est que cet accord, peu de gens l'ont remarqué, mais quand on regarde le détail, il ne contient pas Israël. C'est-à-dire que les Houthis ont signé l'accord avec les Américains, promettant d'interrompre, de perturber le commerce mondial, promettant de ne plus cibler les porte-avions américains, mais ils n'ont pas dit qu'ils ne continueraient pas à cibler Israël en solidarité, il ne faut pas oublier le truc, avec le Hamas et avec Gaza. C'est ça, au départ, l'idée. Et donc là, il y a une première distorsion entre Trump et Netanyahou. Enfin, ça se fait à peu près dans le même espace-temps,
c'est le mois de mars où Netanyahou va à Washington et se rend compte, parce que Trump lui fait une sorte de... il l'a fait avec Zelensky, il l'a fait récemment avec le président sud-africain, c'est-à-dire qu'il met son allié ou la personne qu'il est censé parler devant le fait accompli, devant les caméras. Et là, il explique à Netanyahou que les États-Unis sont en train de conduire des discussions directes avec les représentants iraniens à Oman. Et Netanyahou, on regarde son visage, n'est absolument pas au courant, en tout cas, ne pense pas que ça va aller voilà. Et il faut se rappeler à l'époque que Netanyahou s'imagine, comme Trump l'a laissé entendre, que les Américains et les Israéliens allaient frapper l'Iran conjointement. Et il se prend ça, non, on est en train de négocier. Et pire, la négociation, là il y a 2 jours, c'est la négociation is very, very good. Et ça veut dire qu'on est dans une situation où potentiellement les Américains sont... Alors, dans les faits, si on veut regarder ce qui se passe, c'est exactement la même chose que le JCPOA de 2015. C'est ce qui disait le pire des accords est en réalité, il est en train de retricoter ce qu'il a détricoté avant. Le principe, il est clair. Les Iraniens utilisent de l'uranium enrichi pour leurs centrales, sous supervision des Américains. Ça, c'est c'est pas simplement l'Agence internationale de l'énergie atomique, c'est les Américains qui pourront constater, en échange, lever des sanctions. En gros, c'est ça. Et c'était déjà dans le process en 2015. Voilà. Régis, vous l'avez souligné, les négociations se tiennent sous médiation omanaise. Quel rôle joue Mascate aujourd'hui dans la diplomatie discrète du Moyen-Orient ? Écoutez, c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs centres de la diplomatie qui ont vu le jour ces dernières années. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les traités, aujourd'hui, ne sont plus signés à Sèvres ou à Versailles. S'ils se signent, ils seront signés à Istanbul, à Riyad ou Jeddah, voilà, et effectivement en Oman, qui est une courroie on va dire de travail diplomatique utilisé par les Américains depuis très longtemps, enfin depuis plusieurs années. Effectivement, c'est moins show-off que quand il s'agit des Saoudiens, parce que les Saoudiens, évidemment, aiment bien dire qu'ils sont un centre de diplomatie, et les Turcs ont le même rôle, on va dire, avec les Russes. Parce que c'est aussi là où on voit qu'on est retourné dans un monde bipolaire, dans une nouvelle guerre froide, si on veut, avec chacun à son centre de négociation. Mais Mascate, effectivement, est monté en puissance depuis pas mal d'années. Régis, comment est-ce que vous interprétez l'impact de cette instabilité de la politique américaine vis-à-vis de l'Iran et sur la crédibilité des États-Unis et de Donald Trump dans les négociations internationales? C'est un jour je t'aime, demain je te déteste. Un jour je tricote, le lendemain je détricote. Écoutez, je pense qu'il y a une ligne de conduite qui a été, on va dire, un tempo qui est placé par Trump. À chaque fois, on se demande comment Trump va réagir. On se demande ce qu'il va dire aujourd'hui, on se demande ce qu'il va casser aujourd'hui, parce que ça lui arrive Et je crois que cette instabilité permanente fait partie de sa stratégie. Il est absolument pas fou. Il est impulsif, et ça, c'est son problème avec Poutine. C'est que Poutine, lui, est dans le temps long. Trump, il est dans l'immédiateté. C'est pour ça que on a du mal à s'accorder avec les Russes, même s'il y a des promesses de business, il y a des promesses justement de faire des choses aussi au niveau de l'Arctique, et l'accord sur le nucléaire iranien fait partie aussi d'un deal global qui pourrait intervenir. Mais sur la question de l'Ukraine, on voit bien que la limite de la diplomatie de Trump, elle est là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imposer des choses quand, évidemment, l'adversaire ou les partis... Parce qu'il n'y a pas que Poutine qui ne veut pas arrêter la guerre. Zelensky aussi continue, on va dire, à alimenter. Il y a une question de survie politique de la part de Zelensky. Il y a le problème de l'instabilité qui pourrait régner en Ukraine s'il y avait un accord, même s'il y avait un cessez-le-feu. Il y a des gens derrière Zelensky qui sont très extrêmes. Il y a aussi des gens très extrêmes derrière Poutine. Donc on va dire qu'ils sont poussés par ça, et ils ne sont pas poussés pour faire la paix, en tout cas pas à n'importe quel prix. Et là, aujourd'hui, on est dans une recherche de capitulation côté russe et dans une recherche de survie côté ukrainien. Régis, dernière question. Washington et Téhéran restent en désaccord
sur l'enrichissement en uranium. Là, l'info vient de tomber. L'Iran répète qu'il n'acceptera pas une suspension de son enrichissement d'uranium. Est-ce que vous pensez que les deux parties ont intérêt à trouver une forme de compromis sur cette question? Bah, écoutez, ça faisait déjà partie du GCPOA. Si le GCPOA est remis dans son intégralité, bah oui, il y aura forcément une surveillance. Mais comme je vous dis, depuis l'accord de 2015, l'Iran a enrichi 20 fois la dose autorisée. Je crois qu'on est à plusieurs centaines de kilos d'uranium enrichi, ce qui est énorme. On considère qu'avec ce qu'ils ont enrichi, ils auraient de quoi faire au minimum 3 bombes atomiques. Bon, pour le moment, les experts estiment que les Iraniens ne sont pas encore prêts à faire une bombe atomique, mais qu'au fur et à mesure que les choses avancent, ils se sont dotés de nouvelles centrifugeuses ultra puissantes qui servent justement dans la zone de Natanz, qui est une des pièces, on va dire, maîtresses du nucléaire iranien. Et donc, ils ont des nouvelles centrifugeuses qui vont servir encore à enrichir plus. Ils vont atteindre les 90%, et 90%, presque automatiquement, l'Iran va devenir une puissance nucléaire. Merci Régis. Merci beaucoup.